l'école a besoin de retrouver un sens. L'école a besoin de s'humaniser car comme partout dans la société on parle de rentabilité, d'évaluation. On en oublie l'humain derrière tous ces chiffres. Or derrière ces résultats, il y a des enfants. Et des enfants en construction qui ont besoin de s'épanouir et d'être valorisés pour construire une image positive d'eux-mêmes. Durant mes études, j'ai rencontré un personnage qui a changé totalement ma vision de l'école. Cet homme, Célestin Freinet, est véritablement devenu mon maître à penser. D'ailleurs à IUFM on m'appelait la frénétique. Il est né en 1896, lors de la Première Guerre mondiale, il fut blessé grièvement au poumon ce qui lui laissa des séquelles importantes. Il ne pouvait pas faire de leçons magistrales à une classe entière. Il a donc dû adapter ses méthodes de travail à son état de santé. De plus, militant engagé, il conçoit l'école comme un moyen de progrès et d'émancipation politique et citoyenne. Il jette au feu manuel et estrade, symbole de l'autorité du maître hussard de la République, et sort ses élèves en dehors des murs sombres de sa classe pour travailler dans la réalité et non dans la lecture de manuels avec tout ce côté artificiel. Avec ses élèves, il les accompagne dans la découverte de la vie, il met en place les écrits libres, les enfants les publient avec des outils d'imprimerie. Fini, le on fait semblant on apprend pour faire. Ce pédagogue qui exerça au siècle dernier et de nos jours, encore tellement moderne et tellement vrai. Alors? Puis, les œufs de Pâques. Les œufs de Pâques. Aujourd'hui, moi aussi j'ai un texte à vous proposer. Et si vous le trouvez joli, ben, on l'imprimera peut-être. Il n'est pas de moi d'ailleurs, il est d'un écrivain français qui s'appelle Beaumarchais. Qu'est-ce qu'il connaît, Beaumarchais? Moi, je le connais. Toi? Oui, il a inventé quelque chose dans le mouvement des montres. C'est vrai? Comment t'as appris ça? Quand j'ai fait la causerie sur la montre, je l'ai lu sur un livre qu'on m'aviez prêté. Très bien. C'est vrai. Et bien Beaumarchais aussi a écrit une pièce dont le héros est un coiffeur qui s'appelle Figaro. C'est Monsieur Pourpre? Presque, oui. Depuis quelque temps, et vous vous en êtes sûrement aperçu vous-même, on sent autour de nous comme une sorte de méchanceté organisée contre tout ce que nous faisons. Laissez-moi vous lire ce que Beaumarchais, l'ami du Monsieur Pourpre d'il y a 150 ans, écrit sur la calomnie dans son Barbier de Séville. La calomnie, monsieur, vous ne savez guère ce que vous dédaignez. J'ai vu les plus honnêtes gens près d'en être accablés. Croyez qu'il n'y a pas de plate méchanceté, pas d'horreur, pas de conte absurde qu'on ne fasse adopter aux oisifs d'une grande ville en s'y prenant bien. Et nous avons ici des gens d'une adresse. D'abord, un bruit léger rasant le sol, comme hirondelle avant l'orage. Murmure et file, et sème en courant le trait empoisonné. Telle bouche le recueille, ou le glisse en l'oreille adroitement. Le mal est fait. Il germe, il rampe, il chemine. De bouche en bouche, il va le diable. Oui, tout à coup, vous voyez calomnie se dresser, siffler, s'enfler, grandir à vue d'œil. Elle s'élance, étend son vol, tourbillonne, enveloppe, arrache, entraîne, éclate, étonne. Entrez. C'est une convocation du conseil municipal. Il y a réunion à 8h30. Soyez-y à 9h précise. Au revoir, monsieur Pascal. Au revoir. Pardon. Moi, je ne comprends pas ce coup de journal. J'ai un modèle de rien. Les enfants sont heureux, ils travaillent, et les parents sont contents. Non, ils ne sont pas contents. Monsieur Pascal nous a pris nos enfants. Il n'y a plus qu'une chose qui compte pour eux maintenant, c'est l'école. Et quelle école? Quant à l'autorité du père, elle est morte. Mais à qui la faute, monsieur Tordeau? Les enfants ont confiance en lui, parce que lui a confiance en eux. Moi, si je pouvais choisir, j'aimerais mieux être de l'assistance plutôt que d'être votre fils. Pas de colloque. Vous demanderez la parole chacun à votre tour. Monsieur Rabastin. Le maître s'occupe de tout, sauf de ce qu'il faut. Très bien. Il est intervenu auprès d'une de mes clientes dans une transaction commerciale. Oh, pardon, je vous ai interrompu, excusez-moi, monsieur.
quand j'ai exécuté cette fontaine sur la place, pour le compte de la commune, il a ouvert en classe un concours de dessin de la plus jolie fontaine. Le résultat, tout le monde trouve la mienne affreuse. Le fait est qu'elle n'est pas très jolie. Là, vous voyez, hein? Le bord l'incimal avec un bout de tuyau de fonte. On aurait pu trouver mieux. Par exemple, un lion de pierre qui crache de l'eau. Pourquoi un lion? Ah, si ça peut vous faire plaisir, monsieur le novateur, un animal à plumes. Monsieur Conduit a demandé la parole. Un homme qui ne porte pas de chapeau? Il a dû attraper l'insolation. Non, nous sommes ici pour entendre des choses sérieuses. Sérieuse, et il n'en manque pas. La parole est à monsieur Laverdière. Voilà un homme qui dénigre partout notre école. Et même par écrit. L'école est sale, les cabinets sentent mauvais, comme si les cabinets pouvaient sentir bon. Toutes choses qui se retournent contre la commune et qui peuvent servir à je ne sais quelle propagande électorale contre la municipalité actuelle, c'est-à-dire contre monsieur le maire et contre nous. Quoi d'étonnant d'ailleurs, ne fait-il pas imprimer ces petits livres sur des bulletins électoraux, soigneusement triés? Et ne fait-il pas voter les enfants en classe? C'est une honte. Et l'estrade, vous savez ce qu'il a fait de l'estrade? Du bois à brûler. C'était la propriété de la commune, et c'est avec notre argent qu'il faudra la remplacer. Qu'est-ce que vous en pensez, monsieur Alexandre? L'école est un gouffre où se perdent les deniers publics. Conclusion? La conclusion, la voilà. Nous l'avons assez vue. Je vous demande donc de voter une proposition de révocation ou de déplacement et que nous transmettrons à notre conseiller général. Et j'ai le bras long. Eh bien, moi, je dis une chose. S'il y a ici des hommes de cœur, ils ne voteront pas une chose pareille. Qu'est-ce que vous en pensez, monsieur Arnaud? Je tiens monsieur Pascal comme un homme sincère. Et je dois reconnaître que les enfants l'aiment bien. S'il avait voulu m'écouter, nous n'en serions pas là aujourd'hui. L'école ne doit pas souffrir de nos discussions. Le conseil n'a pas le droit de révoquer monsieur Pascal. Il peut simplement demander qu'un inspecteur vienne se rendre compte. Voilà ce que je pense. Oh, alors là, monsieur Arnaud, alors là, je comprends pas. Comment? Vous nous lâchez maintenant? Monsieur Arnaud, vous êtes un brave homme. Et aussi vrai que je m'appelle Pourpre, je vous raserai toujours gratis. Tant que ces messieurs ne m'auront pas interdit l'exercice de ma profession. Je demande pardon, j'ai frappé, mais personne n'a répondu. Monsieur l'instituteur, le conseil s'est réuni pour... Je m'excuse, monsieur le maire, mais les dégagements de la mairie sont si étroits que sans le vouloir, j'ai entendu la discussion. Sans y participer, d'ailleurs. Messieurs, les résultats que j'obtiens sont les seules réponses que je puisse faire à vos griefs. Aussi, ai-je une proposition à vous faire. Monsieur Arnaud, combien aviez-vous d'enfants reçus chaque année au certificat d'études? À peu près la moitié de ce qu'on présente. Et à Sestrières? Oh, un tiers. Eh bien, moi, je m'engage à ce que soient reçus tous les enfants en âge de passer le certificat. S'ils échouent, je demanderai moi-même mon déplacement. Évidemment, c'est une proposition. Et Albert, monsieur l'instituteur, vous le présenterez aussi? Oh, Albert, pourquoi Albert? Parce qu'il est en âge de passer le certificat. Vous fausseriez d'avance le résultat. Cependant, si nous devons juger sur des méthodes, voilà certainement un bel exemple. Bon, j'accepte. Je peux pas. Je pourrai jamais. J'ai peur de pas être capable. T'inquiète donc pas. C'est pas eux qui t'ont proposé, c'est moi. Tu vois bien que j'ai confiance. Puis on travaillera tous les deux. Vous avez bien fait de vous battre. Et si vous deviez être pendu un jour, il vaut mieux que ce soit pour un mouton que pour un agneau. Ah, tu vois bien. Il y a M. Arnaud qui vous demande. Qui? M. Arnaud. Bonjour, monsieur Arnaud. Vous m'avez fait demander? Oui. Vous prenez quelque chose? Ah non, merci, j'ai les reins qui ne respirent plus. Je voulais vous avertir. L'inspecteur sera là demain. Et avec un inspecteur, on ne sait jamais, vous savez. Une mauvaise note dans un dossier, ça vous suit toute la vie. Je voudrais vous donner un truc qui pourra vous servir. Un fruit de mon expérience, infaillible. Quand l'inspecteur sera là, de temps en temps, vous criez d'une voix forte « J'entends un pied qui bouge !» À plus forte raison si vous n'entendez rien du tout. C'est formidable. Au revoir, monsieur Pascal. Au revoir, monsieur Arnaud. Évidemment. Je reconnais que je n'ai rien à dire. Vos enfants ont l'air très éveillés. Ils connaissent des tas de choses. Trop, même. Ouais, comment peut-on savoir trop de choses? Je sais ce que vous pensez. Je suis une vieille bête. Mais
J'ai pensé comme vous, moi aussi. Seulement, la vie se charge maintenant de calmer toutes nos expansions. Vous aurez à lutter beaucoup avec l'administration. Elle est aveugle, mais puissante. Ouais. Ceux qui vivent sont ceux qui luttent. Cet inspecteur est un être pusillanime. Il n'a pas su prendre ses responsabilités. C'est à nous de prendre les nôtres. Moi, je ne vois qu'une solution, la grève. Comment? Nous devons refuser que nos enfants soient plus longtemps livrés aux mains de ces hurluberlus. Moi, je trouve que les enfants sont devenus bien plus gentils. Vous ne vous rendez pas compte, vous autres. Mais moi, il y a bien des choses que j'entends que vous ne comprenez pas. Monsieur Laverdière dit que les parents ne doivent plus envoyer les enfants à l'école tant que Monsieur Pascal sera en place. Il peut parler, Monsieur Laverdière. Il n'a pas d'enfant. Tu me dois de l'argent. Tu devais me rembourser le 30. Eh oui, mais vous savez bien, Monsieur Laverdière, j'ai eu des malheurs. Ma pauvre femme a été à l'hôpital. Oui, mais elle est revenue. Heureusement qu'elle est revenue. Écoute, je te demande pas de me rembourser tout de suite. Non. Et enlève seulement le petit de la classe. Il n'est pas à un an près pour passer le certificat. J'ai accepté une chose pareille. J'ai été obligé. Obligé. Alors voilà bien le courage des hommes, va. Eh bien, écoute-moi bien. Si tu lâches Monsieur Pascal, tu me lâches aussi. Dites donc si vous n'êtes pas naturalisé. Vous savez bien que non, monsieur le maire. J'imagine que vous n'avez pas envie de retourner dans votre pays. Alors, dans votre intérêt, n'envoyez plus votre fils à l'école. Jusqu'à la rentrée. Monsieur Saint-Saviolo, je suis maître de l'éducation de mes enfants. Ils seront paysans comme moi, mais ils seront plus intelligents que moi, parce qu'ils seront plus instruits. Comme tu voudras. Mais je ne te dis qu'une chose. À la Saint-Michel, je te mets dehors. Eh bien, moi aussi, je ne vous dis qu'une chose. Merde. Ils impriment. Nous imprimerons. J'ai des intérêts dans une maison d'édition à Nice. Qui c'est ça, les parents d'élèves? Moi, personne ne m'a demandé mon avis. Et puis, je n'ai rien à dire. Eh bien, moi, j'ai quelque chose à dire. C'est que mon petit n'a jamais été si bien que depuis qu'il y a le nouveau maître. Y a quelqu'un qui dit le contraire? Mais pas moi, en tous les cas. Ma réflexion pédagogique s'est construite avec le temps et surtout grâce à la rencontre avec certains élèves qui m'ont bousculé dans mes pratiques. Ces élèves considérés comme des cancres qui ne trouvent leur place à l'école que dans la violence et les conflits. Au début de ma carrière, j'ai enseigné à Villiers-le-Bel dans des quartiers très défavorisés avec des enfants en très grande difficulté scolaire. De septembre jusqu'aux vacances de la Toussaint, j'ai tenté de les faire travailler de manière traditionnelle. Impossible de leur tourner le dos pour écrire au tableau. Ils se battaient, s'insultaient. Pour moi, c'était un véritable enfer. Je devais réagir vite si je ne voulais me faire engloutir par ces petits monstres. Au retour des vacances, j'ai amené une grande poubelle et mis cahiers, manuels et tout objet scolaire. Je les ai tous regardés dans le blanc des yeux. Et je leur ai demandé, maintenant qu'est-ce que l'on fait ? Ce fut les heures les plus longues de ma vie et je ne pouvais pas céder, c'était une question d'honneur et de survie. Au bout d'un très long moment de silence, le plus caïd me lance. On veut écrire un journal pour raconter ce que l'on vit dans notre quartier. D'accord. Mais c'est vous qui construisez votre projet, moi je vous accompagne. Le premier numéro du journal a été conçu dans la souffrance car ces élèves devaient prendre confiance en eux et se prouver qu'ils en étaient capables. Les articles publiés ont été reçus comme une véritable bombe par les adultes. Certains ont même voulu l'interdire, car les propos des élèves n'étaient pas faciles à lire et mettaient à mal la responsabilité des adultes. Pourtant, le maire de la ville à l'époque est venu à leur rencontre pour comprendre. Et d'un seul coup, grâce aux fruits de leur travail, ces élèves que l'on considérait un peu trop rapidement comme des petits voyous sont devenus des interlocuteurs pour les élus. Cette année, là, qui devait être ma pire année d'enseignante est devenue la meilleure. Et je dois beaucoup à ces élèves qui m'ont appris mon métier.
Quand je pense enseignement, j'ai deux images qui me viennent en tête. Tout d'abord celle du puisatier qui cherche à remplir des cruches. On a des cruches qui débordent vite et qui éclatent. Des cruches percées qui ne veulent pas se remplir. Et d'autres qui péniblement se remplissent. Et le brave homme s'épuise avec le temps. Et celle du sourcier qui creuse la terre pour laisser s'épanouir une source, qui deviendra un ruisseau, puis une rivière, puis un fleuve, pour finir enfin l'océan de la vie. Tout cela pour vous dire que chaque enfant est différent dans sa manière d'être, de penser, d'appréhender l'apprentissage. Donc c'est un leurre de vouloir absolument que tous les enfants au même âge aient acquis les mêmes compétences. On veut faire rentrer tous les enfants dans les mêmes cases, le même moule dyslexique, dyspraxique, enfant précoce. Allez tous loger à la même enseigne. Certes, il est important d'avoir pour tous les enfants les mêmes objectifs d'apprentissage, mais ils ne les atteindront pas au même rythme. Dans ma carrière, ma route a croisé un bon nombre d'enfants, beaucoup d'entre eux sont des adultes aujourd'hui, et, j'espère, des parents à leur tour, pour le plus grand nombre. Parmi ces enfants, certains m'ont particulièrement questionné sur ma pratique, et même plus. Ils m'ont amené à me questionner, sur moi-même. Pendant toutes ces années, jamais, je ne me suis trompé, quand j'ai croisé un petit zèbre. J'aime cette manière, que Jeanne Surfaquin a de nommer ses enfants précoces. Ces enfants, qui, pour un grand nombre d'entre eux, ont été, et, sont encore, rejetés par notre système éducatif qui ne prend pas en compte les différences. Beaucoup sont en échec, et, certains enseignants par ignorance refusent de concevoir que ces élèves ont un haut potentiel intellectuel. Ils ont un trésor caché, qui les consume de l'intérieur, quand ils se sentent différents, incompris, et exclus sans comprendre pourquoi. Or, ces enfants ont tous une sensibilité exacerbée. Ils ont une faculté de ressentir chez leurs interlocuteurs la sincérité, la méfiance, ou la duperie. Ils ne supportent pas les injustices, pour eux, mais également, pour les autres, car, ils sont capables d'une très grande compassion. La précocité est un terme qui peut être très perturbant, car, certains parents fiers de leur progéniture vont les exposer. Je pense à cette émission de télé que personnellement j'ai trouvée désastreuse, elle véhiculait une image complètement erronée de la précocité. À mon avis, la précocité est un handicap contrairement à ce que l'on peut imaginer, mais, quand on en est conscient, on peut agir pour vivre avec. C'est un handicap, car, le zèbre a le sentiment de n'être pas sur la même longueur d'onde que les personnes qui l'entourent, surtout au niveau professionnel. Il a souvent un train d'avance. Sa capacité de travail, quand il ne procrastine pas, effraie. Il a le cerveau tout le temps en ébullition. Il a du mal à s'adapter à la société car il n'admet pas les injustices. Il est hypersensible donc, il devient une véritable éponge qui absorbe toute la misère humaine. Il est souvent une proie facile pour les prédateurs et certains rapaces guettent pour profiter de son haut potentiel et de sa naïveté. Car le zèbre est une personne très naïve. Donc, il doit apprendre à se protéger, à se fabriquer une bulle pour vivre en harmonie dans une société qui lui est souvent hostile. Mais, revenons aux enfants, tout d'abord, il faut savoir qu'un enfant zèbre ne construit pas sa pensée comme un autre enfant, c'est-à-dire, une idée va en entraîner une autre, puis, une autre, et, encore une autre. Cette pensée est en arborescence. Contrairement aux autres enfants qui ont une pensée linéaire. Au niveau du raisonnement, là aussi, il y a une grande différence. Un élève, pour aller du point A au point E, il passera par le point B puis par le point C et ensuite D pour arriver à E. Un petit zèbre passera directement du point A à E mais, il ne saura pas expliquer sa démarche. Car, pour lui la solution lui vient naturellement. Pourquoi alors argumenter? Un enfant zèbre est souvent clairvoyant. Il perçoit les choses mais il se pose souvent énormément de questions sur le sens de la vie, ce qui l'angoisse souvent. Car très jeune,
Il prend généralement conscience de l'impermanence des choses mais n'arrive pas à le formuler. Un enfant zèbre ne supporte pas les règles qu'il ne comprend pas. Souvent, par exemple, cela ne sert à rien de mettre les majuscules en début de phrase. Il a du mal à se plier aux conventions. Chez les enfants précoces, on retrouve 6 profils d'enfants différents et pour chaque enfant, l'école devrait apporter une réponse à leurs problématiques et surtout ne pas détruire leur confiance en eux qui est pour tout très fragile. On a d'abord, pour la majorité des zèbres, des enfants qui réussissent à l'école élémentaire sans souci, sans se faire remarquer. Ils recherchent souvent l'approbation de l'enseignant. Bien souvent, ces élèves sont appréciés par le corps enseignant. Pourtant, je pense que l'école ne les prépare pas assez, et ne s'adapte pas à leurs problématiques. Alors, certains vont me dire, mais pourquoi chercher les problèmes quand il n'y en a pas? Ces bons élèves, si vous les mettez dans une situation d'apprentissage qui sort du scolaire traditionnel, ils sortent de leur zone de confort et ils sont pour la plupart en difficulté pour réinvestir des compétences qu'ils maîtrisaient auparavant. Donc, il est essentiel que ces élèves ne soient pas enfermés dans un enseignement fait exclusivement de répétition de règles dans laquelle ils sont excellents mais qu'ils soient confrontés à réalisation de projets. Généralement, ces élèves sont motivés par la note, car ils ne connaissent que ça. Or, le but de l'école, ce n'est pas d'obtenir des notes. Les notes ne servent qu'à mettre la pression sur les enfants performants et à engloutir ceux qui sont en difficulté dans les abîmes du savoir. La note, c'est le trophée d'une société qui prône l'individualisme qui est en train de nous gangrener. Donc stop. Arrêtons de mettre la pression sur le dos de nos enfants. Laissons-les grandir, s'épanouir et trouver leur voie. L'école doit devenir un tremplin à la créativité de chacun. Ces enfants zèbres ont une richesse en eux, les adultes devraient au sein de l'école, les accompagner à la découverte de leurs trésors cachés, afin qu'ils s'épanouissent pleinement. Or trop d'enfants, parmi eux, s'étiolent et perdent de leur éclat par négligence du système éducatif scolaire. La deuxième catégorie de ces enfants zèbres est justement celle qui à mon avis subit l'école, et peut garder des stigmates dus à des propos d'adultes indélicats et blessants. Car ces enfants sont souvent obstinés, ils manquent souvent de tact et sont sarcastiques. Ils sont non conformes au système scolaire, mais sont extrêmement créatifs, avec une pensée divergente. Ces enfants sont hypersensibles. Ils se protègent derrière leur carapace et paraissent arrogants mais ce n'est qu'une façade. Et ils sont au contraire l'inverse de l'image qu'ils véhiculent. Ils n'ont pas peur de corriger l'adulte car ils ont le syndrome de l'exactitude. Ils ne supportent pas l'à peu près, et ils ont soif de justice pour eux mais également pour les autres. Par contre ils maîtrisent très mal leurs émotions. Or derrière ce tableau, qui semble terrible se cachent des enfants capables d'une extrême compassion. Ce sont de parfaits Robins des Bois. Ils sont en révolte permanente contre toutes les injustices de notre société. Ces enfants ont besoin d'apprendre des techniques de maîtrise de soi au travers la méditation. Il existe un très bon site pour cela et qui s'adresse aussi bien aux adultes et une partie aux enfants, le Petit Bambou. Mais ces enfants ont besoin d'écoute, et, surtout pas de confrontation, car on rentre avec eux dans un bras de fer où personne n'en sortira vainqueur. Ils ont besoin de se sentir responsabilisés que l'adulte leur fasse confiance car ils se heurtent trop souvent à cause de leur maladresse de langage à l'agressivité des adultes. Il faut se dire que ces enfants ne maîtrisent pas tous les codes de la communication malgré une aisance verbale qui trompe son monde. Ils n'ont pas les codes sociaux et manquent cruellement de confiance en eux. Ils se sont forgés une carapace pour se protéger donc ils apparaissent comme arrogants et très sûrs d'eux, ce sont souvent très jeunes des écorchés vifs. Ils dorment très peu, ils ont le cerveau toujours en ébullition. Ils ont du mal à se concentrer et sont souvent en difficulté scolaire. Malheureusement certains enfants sont en grande souffrance, rongés par les angoisses, car ils se posent sans cesse mille et une questions sur la vie, la mort et se sentent responsables des problèmes de leurs parents et se culpabilisent énormément. Il faut surtout les rassurer. Les adultes pensent qu'en les tenant à l'écart des soucis et des tracas du quotidien, cela suffit, bien au contraire.
Ils ont un sixième sens et détectent le moindre changement dans l'attitude de l'adulte, même imperceptible. Et ils se font tout un cinéma, ce qui alimente encore plus leurs angoissants. Ces enfants ont besoin d'une prise en charge psychologique. Mais attention, il est important que le psychologue prenne en compte la surdouance. Quand un enfant est précoce, il est important de lui expliquer sa différence. Car il s'au fond de lui qu'il est différent et il a besoin de comprendre. Et on peut lui expliquer sans étaler et brandir des chiffres comme un trophée gagné. À l'école, il faut être très vigilant avec les enfants à haut potentiel, car, en classe, il y a de nombreux implicites qui permettent aux élèves de comprendre et d'anticiper ce qu'on leur demande de faire. Or, l'enfant zèbre ne partage pas les mêmes implicites, son mode de pensée, sa vision du monde, sa faculté d'analyse différent d'un élève classique. Donc si l'école ne s'adapte pas à lui, cet enfant risque d'être en échec et ce constat de non-réussite peut aggraver chez lui une image déjà négative qu'il a de lui-même. D'où l'importance de mettre en place une pédagogie centrée sur l'enfant, et sur le respect du rythme de chacun, de créer des parcours individualisés où chaque enfant pourra évoluer en fonction de ses réussites et surtout à son rythme. Le troisième profil d'enfant zèbre, c'est l'enfant effacé, qui refuse de reconnaître ses capacités et qui se dévalorise. Bien souvent il adopte ce comportement pour se faire accepter par les autres. Quand je reçois les parents pour leur suggérer de faire tester leur enfant, on ne me prend généralement pas au début très au sérieux. Et souvent j'ai eu des remarques de la part de collègues qui me disaient « tu vois des surdoués partout ». Ces enfants sont en grande souffrance, car ils s'effacent complètement en niant ce qu'ils sont, pour gommer cette différence qui les étouffe. Or un individu ne peut se construire de manière équilibrée en niant ce qu'il est, donc, il est important d'être très vigilant, pour ne pas laisser ses enfants s'enfermer. Cet enfant zèbre généralement a un manque d'assurance en lui et une mauvaise estime de soi, il a du mal à exprimer ses sentiments et ses frustrations. Le quatrième profil est le plus difficile, et le plus complexe, c'est l'enfant décrocheur. Il est en colère et toujours sur la défensive, souvent agressif envers lui et envers les autres. Il en veut à la terre entière et surtout à lui-même. Il est incapable de se contrôler et rentrer en confrontation avec lui renforce son agressivité. Il faut lui permettre d'avoir des espaces de décompression, quand la pression monte. Avec cet élève, l'adulte ne doit surtout pas répondre par la colère car on alimente encore plus sa propre colère. Là également, pour lui il est essentiel de mettre en place des parcours individualisés. À Villiers-le-Bel, où j'ai enseigné, au tout début de ma carrière, j'avais un collègue extraordinaire. Un de ces enseignants que l'on avait envie d'appeler encore Monsieur l'instituteur, car en lui coulait le sang de Freinet. Il avait créé une classe d'aquariophilie afin d'apaiser un climat de violence important qui régnait au sein de l'école. À la suite de ce projet, la violence avait chuté considérablement en l'espace d'un mois. Les enfants qui avaient du mal à gérer leur agressivité pour éviter de passer à l'acte, allaient s'occuper des poissons et dans cette salle transformée en musée de la mer et des rivières. Ils retrouvaient leur calme sans intervention d'un adulte. Donc si les écoles avaient plus d'autonomie d'action et des équipes volontaires, et ça existe, il existe des projets qui permettent de travailler avec ces enfants terribles, ces enfants révoltés sans faire preuve d'un autoritarisme qui n'est pas éducatif. Or un tel projet peut très bien se monter avec la participation des parents. Car les parents sont les premiers partenaires de l'école. Ce ne sont pas que des partenaires pâtissiers uniquement bons à faire des gâteaux à mettre en vente pour alimenter les caisses des coopératives scolaires. Mais ce sont les premiers partenaires de l'école en matière d'apprentissage. Pourquoi ne pas imaginer dans les écoles ouvrir la porte aux parents volontaires pour aider les enseignants? Aux États-Unis cela se fait sans problème. On crée alors autour de l'enfant une véritable communauté éducative. L'école ne serait alors plus le fief exclusif des enseignants. Et les parents qui se sentent peu à l'aise avec l'institution scolaire, pourraient franchir les portes sans avoir peur d'être jugés ou catalogués. Enfin c'était une aparté car je m'éloigne de mon sujet. Cinquième profil de zèbre,
l'élève doublement exceptionnel, il va cumuler à la fois un haut potentiel intellectuel et soit des troubles de l'apprentissage, soit des troubles affectifs, soit un spectre autistique ou soit un handicap physique. En fait, il n'est pas qu'au potentiel, il a une autre particularité qui le rend exceptionnel mais qui peut venir souvent compliquer la reconnaissance de la surdouance. Surtout si les troubles de l'apprentissage, par exemple, sont importants. Un petit zèbre peut être dyslexique et dysgraphique. Là aussi, il est fondamental d'adapter l'apprentissage au rythme de l'enfant et d'utiliser les outils numériques pour compenser les difficultés d'apprentissage. Pour ces enfants, il est important qu'ils ne perdent pas confiance en leur capacité de réussir, car ils se découragent très vite. Et quand ils baissent les bras, ils peuvent se refermer sur eux-mêmes, procrastiner et vivre dans leur imaginaire, et il est très difficile de rétablir la connexion et le dialogue. Et enfin le dernier profil de zèbre, c'est l'élève autonome. Il est indépendant autodidacte, il apprend généralement seul. Il a soif de tout savoir. Dans un cours magistral, il s'ennuie car il sait déjà. Donc il va souvent faire autre chose, lire un livre, pendant que l'enseignant vocifère. Il a une bonne estime de lui en général. Il est souvent en avance. Dans une classe, il suscite souvent l'admiration et la sympathie. Cependant, il est souvent très brouillon dans la présentation de son travail car pour lui c'est une perte de temps. Il ne sait pas expliquer ses démarches de résolution. Et dans un projet coopératif, il a du mal à coopérer. Pas qu'il n'accepte pas d'aider les autres, c'est qu'il n'a pas les arguments pour les aider. Donc, avec cet élève on travaillera plutôt l'argumentation, car ce zèbre a généralement validé toutes les compétences de base qu'un enfant doit avoir acquis en élémentaire. Je veux remercier tous ces petits zèbres que j'ai croisés, car ils m'ont permis de me questionner sur ma pratique et d'évoluer mais surtout d'ouvrir les yeux sur ma vie et en eux je me suis reconnu. Sans eux, je n'en serais pas là aujourd'hui de ma réflexion pédagogique. Pourtant ils sont les grands oubliés de l'école car curieusement ils font peur. Certains parents les retirent pour les protéger et je les comprends mais je suis en colère à chaque fois. Furieuse de constater que l'éducation nationale ne veut pas réellement malgré des textes officiels prendre en charge ses enfants. J'avais au travers du projet de mon école, une attention particulière pour ces élèves mais là encore je me heurte à cet aveuglement pédagogique d'une hiérarchie qui ne supporte pas les initiatives d'une simple directrice zèbre, elle aussi mais zèbre à 5 pattes. Alors, le rectorat préfère que des parents désespérés finissent par ouvrir leur propre école. J'ai honte en tant qu'enseignante de ce mépris envers les parents, de cette grande hypocrisie de l'école car derrière tout ça, il y a des enfants et des enfants en souffrance. Apprendre c'est comme monter un escalier, si l'enfant est en bas de l'escalier et que l'enseignant est sur la 4e marche avec sa situation d'apprentissage et qu'il appelle l'enfant, ce dernier sera incapable de franchir 4 marches à la fois sans se casser la binette. Et ainsi vivre l'échec. Et inversement si l'enfant est sur la 8e marche, parce qu'il n'y a pas qu'à l'école que l'on peut apprendre, et que l'enseignant l'appelle toujours sur sa 4e marche. Ce dernier ne va pas comprendre pourquoi il est obligé de redescendre. Or bien souvent, c'est ce qui se passe en classe, certains enfants s'ennuient et ont le sentiment de ne rien apprendre. D'autres ont l'impression de devoir monter l'Everest, seuls, sans être encordés. D'où l'importance de personnaliser l'apprentissage et c'est possible quand dans une école toute une équipe va dans ce sens. Autrefois l'école lieu sacré du savoir, fief du maître ou de la maîtresse d'école, était pour les parents un endroit où ils ne se sentaient pas forcément à l'aise. Surtout quand ils étaient issus des couches populaires. En effet, longtemps,
L'enseignement ne s'adressait qu'à des élites. Les années 1880, avec les lois de Jules Ferry, sont marquées par des changements fondamentaux dans le système éducatif français. L'école devient alors un ascenseur social pour tous les enfants d'ouvriers et d'agriculteurs qui accèdent à l'éducation. Mais les parents ne sont pas considérés comme partenaires de l'école, car beaucoup de Français demeurent encore illettrés. Les instituteurs sont la cheville ouvrière de ce système, qui tient grâce à cette croyance dans un progrès social, grâce à l'école, dont ils se font le relais. Alors ces hussards noirs de la République n'ont de cesse que d'inculquer à leurs élèves les valeurs républicaines, afin de lutter contre la morale enseignée par le curé de la paroisse, à ces mêmes chérubins tiraillés entre Marianne et le catéchisme. Et les parents étaient les témoins des joutes verbales entre les érudits du village. Mai 68 va bousculer ce système éducatif. On commence à parler de pédagogie nouvelle, Freinet et Montessori font débat. Ce qui est affolant, c'est que 49 ans plus tard, elle demeure toujours nouvelle et ils font toujours débat. À partir de 1989, on commence à prendre conscience, dans la sphère politique, qu'il y a des enfants, des élèves, avec les lois Jospin, en plaçant l'élève au centre du système éducatif. Et enfin on prend également conscience que ces élèves ont accessoirement des parents et que peut-être l'école aurait des obligations envers ses parents. Alors, on va instaurer des élections de parents d'élèves dans chaque école afin d'élire des représentants et on imposera 3 conseils d'école par an et voilà l'institution a fait sa BA. Les parents vont être parachutés au départ dans un univers où on s'arrangera pour avoir un jargon inaccessible afin d'asseoir bêtement l'autorité du maître. Donc, les premiers conseils d'école, on leur laissera la parole pour interpeller, éventuellement la mairie sur la couleur du papier toilette. Je caricature, mais, malheureusement pas très loin de la réalité, des premiers conseils d'école. Mais, avec le temps, les parents se sont réunis en association, et ont commencé à réclamer que leurs droits soient respectés. Ils ont fait vaciller le mammouth. Alors, comme d'habitude, quand quelqu'un se sent en danger, il y a 2 attitudes, on fait corps et on s'affronte, ou, on est partenaires et on travaille ensemble. Non, l'éducation nationale a inventé une 3e manière d'appréhender le problème, on fait semblant d'être partenaire, à la manière des enfants qui jouent aux adultes. Et on se plaint que certains parents ont démissionné de leur rôle éducatif. Comment en être autrement, quand certains enseignants convoquent les parents pour leur donner des leçons de morale et leur apprendre leur métier de parents sans se préoccuper de leurs conditions de vie? Quand on dévalorise et culpabilise une personne, comment peut-elle accompagner son enfant et le valoriser pour qu'il s'épanouisse? Un grand nombre d'adultes ont laissé sur les bancs de l'école leur enfance en souffrance pour des raisons diverses. Il faut repenser l'école et arrêter de se voiler la face et de se dire que les relations avec les parents sont bonnes en se basant sur le résultat de la participation aux élections de parents d'élèves ou sur le nombre de parents qui viennent à la rentrée. Il faut ouvrir les portes aux parents, leur permettre de venir en classe aider les enseignants, ou de faire vivre l'ABCD, ou d'amener leur savoir, bref c'est partager avec les parents ces temps d'apprentissage. Mais, il faut que les enseignants apprennent à faire confiance aux parents. Quand on construit ensemble le même projet pour la réussite des enfants, les parents sont en aucune manière une menace, bien au contraire. C'est en maintenant les gens dans l'ignorance que les malentendus se glissent dans la relation et pourrissent la vie d'une école. Les parents ne sont pas là pour mettre en danger notre statut d'enseignant, bien au contraire. Chacun a besoin de l'autre. Et surtout l'enfant a besoin que les adultes soient cohérents. Or ces derniers temps le mammouth a de nouveaux barils. Les parents sont à la porte encore plus loin derrière des barrières. Sécurité oblige. Vigipirate. A tué la vie de l'école. Je reste persuadé que l'on peut assurer la sécurité des enfants dans les établissements scolaires en réfléchissant avec les parents, sans faire de nos écoles des prisons infranchissables. Construire autour de l'enfant une véritable communauté éducative où chacun puisse amener son expérience, c'est ça le vrai enjeu de l'école de demain. C'est pour cela qu'il faut que les écoles puissent avoir une autonomie d'action. Prenons exemple sur les pays du nord de Europe et brûlons ces estrades symboles de l'autorité du maître qui nuit au dialogue et aux relations avec les familles.
La démocratie commence par l'école et l'école c'est ce que l'on veut faire de la société de demain. Penser la société de demain c'est d'abord repenser son école. Et là encore il y a deux mondes qui s'affrontent, premièrement, les partisans du modèle actuel basé sur les principes du modèle capitaliste et deuxièmement, les partisans du modèle humaniste basé sur une école du partage, de la bienveillance, et de la solidarité. 1. Les partisans du modèle actuel basé sur les principes du modèle capitaliste, on a besoin de bons petits travailleurs obéissants qui doivent s'adapter et se plier aux exigences de la rentabilité. Donc on demande à l'enfant de s'adapter à l'école et de rester bien assis sur sa chaise et d'ingurgiter ce que le maître ou la maîtresse dit. C'est bien souvent l'école que la plupart des Français ont subi. Ce système est très traumatisant et laisse des stigmates de l'échec ou de la peur de l'échec. C'est le système de l'élitisme à tout va. Pour arriver à leur fin, les parents sont prêts à tout. Aux États-Unis, ils inscrivent les bébés dans les meilleures crèches où l'on cherche à les éveiller au maximum, quitte à en faire des névrosés plus tard mais il faut que leurs enfants fréquentent les plus grandes écoles. On ne leur laisse aucun temps de repos et surtout pas celui de s'ennuyer. Et le rêve de tous ces parents, le fiston et la fillette qui décrochent le saint Graal de diplôme. C'est le modèle défendu par Macron et Fillon lors de la campagne des présidentielles. C'est ce que va mettre en place notre nouveau ministre de l'Éducation nationale. Dans ce modèle, on se rend compte que l'hétérogénéité devient un frein à l'apprentissage car les plus faibles ralentissent dans une même classe d'âge les plus avancés qui deviendront l'élite de demain. Donc pour faire semblant de respecter le grand principe d'égalité des chances qu'offre à tous la République, belle hypocrisie dans ce concept de société. On met en place des groupes de niveau pour bien montrer aux plus faibles leur place et commencer le travail de sape dès le plus jeune âge. Par contre, les plus forts se retrouvent ensemble afin de créer l'émulation nécessaire soi-disant, au dépassement de soi. Toute cette pratique s'articule autour de l'évaluation notée de l'enfant qui n'est d'ailleurs pas perçu comme un enfant mais comme un élève. Il ne faut surtout pas qu'il y ait de lien affectif entre l'enseignant et l'apprenant car pour les pédagogues cela fausse la relation d'autorité que doit avoir l'enseignant. Et l'élève doit apprendre en subissant la contrainte qui est nécessaire. Les partisans d'un modèle humaniste où l'école va s'adapter à l'enfant. On va chercher à ce que chaque enfant s'épanouisse et que l'on respecte son développement. Et surtout on part du principe que tous les individus sont différents et qu'ils ont en eux un potentiel à exploiter. L'hétérogénéité est une richesse car on apprend des autres et pas contre, ni au détriment des autres. L'entraide construit l'individu et participe à son épanouissement personnel. L'adulte n'est pas perçu comme celui qui va remplir des cruches par son savoir mais comme celui qui va accompagner l'enfant sur le chemin du savoir. Il va mettre les enfants dans différentes situations de découverte, où il va les laisser manipuler, se questionner, faire des erreurs. Car l'erreur est fondamentale, ce n'est pas un échec, c'est une étape de l'apprentissage. Donc ce moment n'est pas vécu comme un stress. L'apprentissage est vu comme un jeu, et il n'est pas rare que l'enseignant se retrouve dans des projets à découvrir au même titre que ses élèves le fonctionnement d'un logiciel par exemple. L'enseignant n'est pas le seul au sein de la classe à détenir le savoir, car la classe est considérée comme une communauté d'apprentissage, où l'on avance ensemble, en respectant les richesses que peut apporter au groupe chaque individu de par sa singularité. Bien évidemment dans ce concept on note pas les élèves, seule la réussite des enfants est relevée. Mais chaque enfant s'évalue car il a besoin de savoir où il en est dans ses apprentissages. Qu'est-ce qu'il a parcouru sur ce chemin et qu'est-ce qu'il lui reste à parcourir. C'est important qu'il puisse avoir une vision d'ensemble de ce qu'on lui demande et qu'il comprenne pourquoi il doit apprendre les notions qu'on lui propose. Ainsi l'enfant ne subit pas son apprentissage, il est directement acteur. Chaque enfant a un programme personnalisé d'apprentissage. Il s'organise sur un temps donné en utilisant les outils mis à sa disposition. Il a 2 à 3 semaines pour remplir son contrat de travail. Son contrat terminé ou non, il évalue ensuite ses acquisitions et notera ses réussites dans son cahier de progrès. Suite à cela,
Un bilan individualisé, avec l'enseignant est organisé, afin d'analyser ensemble l'efficacité du travail et remédier aux difficultés éventuelles. Si l'enfant n'arrive pas à gérer son temps de travail, alors l'adulte l'aidera à programmer son travail. Dans les outils d'aide, qui sont à la disposition de l'enfant, il peut s'inscrire à des ateliers de soutien qui sont pris en charge par l'enseignant en fonction des demandes de ses élèves. Il y a plusieurs phases dans l'apprentissage. La phase de découverte où les enfants sont en interaction. La phase d'entraînement où un enfant peut demander le soutien d'un de ses camarades. Et la phase d'évaluation où ils doivent être seuls face à leur propre travail. Et c'est là que la confiance vis-à-vis de l'enfant joue un rôle important. Certains vont essayer de biaiser, surtout si ils ont connu le premier modèle d'enseignement pendant un certain temps. Avec ses élèves, il ne sert à rien de sanctionner car il faut que l'enfant comprenne qu'il se sanctionne lui-même en ayant une attitude qui serait reconnue comme tricheur dans le premier modèle. Il est évident que dans le programme commun, c'est le deuxième modèle que la France insoumise défend car c'est l'école de la solidarité, du respect, de la fraternité et de la liberté. C'est l'école où la différence est une richesse. C'est l'école que je veux pour mes élèves, pour vos enfants, pour demain. C'est surtout ça qui a motivé mon engagement au mouvement de la France insoumise. Chaque jour, je travaille à la réalisation d'outils pédagogiques qui j'espère un jour pourront servir. Car aujourd'hui, je suis une directrice bannie. Je suis une enseignante qui a le corps qui ne suit plus la cadence. Donc au placard on m'a mis et pourtant c'est avec ma tête que je travaille. Mes élèves n'ont jamais montré aucune différence, mais pour les adultes je suis devenu le miroir de leur peur. Alors certains ont profité de cette faiblesse pour m'éjecter en espérant me faire taire, mais c'était mal me connaître. Je profite de ce temps de reconstruction pour continuer mon travail car j'espère qu'un jour tout ce que je fais sera utile à des enfants qui en auront besoin, même à l'autre bout de la terre. Oh, je suis loin d'avoir terminé, même si je glane chez les collègues sur le net de ci de là des exercices. Il me faut les mettre en forme pour que le tout soit cohérent. En français et en mathématiques, pour l'instant au niveau des CE2, CM1, CM2, je suis en train de fabriquer des fichiers autocorrectifs numériques pour chaque compétence du programme comportant une capsule d'apprentissage, des exercices d'entraînement et un test d'évaluation. Ces fichiers numériques, on les retrouve également en format papier. J'essaie également de concevoir un cahier de progrès numérique pour les élèves qui permettrait de remplir systématiquement un livret de compétences à destination des parents. Cahier de progrès qui se remplit en fonction du bilan fait à partir du plan de travail de l'élève.